Bonjour tout le monde, c'est Pamela, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon mois d'octobre. Alors ici, pour moi, tout va très bien, rien de particulier à noter, toujours très occupée par mon travail. Je dis toujours la même chose, mais c'est vrai que c'est vraiment la seule chose que j'ai dans ma vie actuellement, puisque je travaille absolument tous les jours, y compris le samedi et le dimanche. Donc voilà. Mes seuls moments de loisir, c'est la lecture. J'ai pas mal avancé dans ma lecture de Martin Eden de Jack London. J'ai presque terminé. Alors je vais vous en reparler dans une prochaine vidéo, mais c'est un roman que j'aime vraiment beaucoup. Alors aujourd'hui, j'aimerais faire une vidéo un petit peu différente de ce que je fais d'habitude. Je ne vais pas vous présenter mes dernières lectures, je vais vous présenter un auteur que j'aime beaucoup. Et cet auteur, c'est un auteur japonais qui s'appelle Inoue Yasushi. Il est très connu, mais néanmoins, je pense qu'il est moins connu que des auteurs célèbres comme Mishima Yukio ou Natsume Soseki. Alors, si j'ai choisi de vous parler de cet auteur, en dehors du fait, bien sûr, que c'est un auteur que j'aime énormément, c'est parce qu'il a deux petites particularités qui, à mes yeux, le rendent assez original. La première de ces particularités, c'est que c'est un auteur qui a connu le succès passé la quarantaine. Donc, si vous êtes un jeune auteur dans la trentaine et que vous vous désespérez de ne pas avoir de succès, sachez qu'il y a eu dans le monde, au Japon plus précisément, un auteur qui a vu sa carrière décoller après 40 ans. Donc tout n'est pas perdu. La deuxième particularité de Inoue Yasushi, c'est qu'il excelle dans deux genres littéraires très différents. Alors ça arrive que des auteurs délaissent leur genre de prédilection pour s'essayer un autre genre avec plus ou moins de succès. Lui, Inoue Yasushi, il a réussi dans les deux genres que sont le contemporain et le roman historique. Alors j'ai choisi de vous présenter 4 de ces romans pour vous donner une petite idée de ses écrits. Je vous les présente tout de suite. Je vais commencer par vous parler d'un roman qui entre dans la catégorie contemporain. Ça s'appelle Parois de glace. C'est un roman qui date de 1956 et c'est un de mes romans préférés. J'adore ce roman. Alors, pour cette histoire, Inoue Yasushi s'est basé sur un fait divers qui a eu lieu en 1955 au Japon. Ce fait divers, c'est la mort d'un jeune étudiant, membre d'un club d'alpinisme au cours d'une escalade. La corde en nylon, qui était à l'époque nouvelle, dont il se servait, a apparemment cédé, il a dévissé et il est décédé. Donc ça a fait grand bruit à l'époque au Japon, les alpinistes ont perdu apparemment beaucoup confiance dans ce nouveau matériau qui était le nylon à l'époque. Et Inoue Yasushi s'est servi de ça pour raconter son roman. Alors les personnages qu'il a mis en scène ne sont pas des étudiants, ce sont deux jeunes adultes férus d'alpinisme. L'un s'appelle Uozu, l'autre s'appelle Kosaka. Ils sont amis, mais aussi en même temps, ils sont amoureux de la même femme, qui est une femme mariée. J'ai oublié son prénom, elle s'appelle Minako. Oui, c'est ça, elle s'appelle Minako. Donc ils sont amoureux de la même femme. Ils décident de se lancer à l'ascension d'une montagne en plein mois de décembre. Les conditions sont extrêmement difficiles. Mais ce sont des alpinistes chevronnés, donc ils sont persuadés de pouvoir y arriver. Sauf que Kosaka, qui est le premier à monter, à un moment donné, va dévisser et faire une chute vertigineuse, et évidemment, il va mourir. Alors, pour Uozu, Kosaka, son décès, c'est dû à un défaut dans la corde en nylon. Voilà, lui c'est ça, c'est la théorie qui va maintenir tout au long du roman. Sauf qu'il y a des gens qui commencent à soulever l'idée selon laquelle Kosaka se serait suicidé suite à sa déception amoureuse avec Minako. Mais là, Uozu, lui, il n'y croit pas du tout, il va défendre bec et ongle l'idée d'un défaut de la corde. Sauf que la compagnie qui a fabriqué la corde, elle, ne veut absolument pas que cette théorie soit retenue. Et puis, il y a des rumeurs qui commencent à circuler comme quoi ce ne serait pas la corde qui aurait lâché, mais ce serait Uozu en fait qui l'aurait lui-même coupé
pour ne pas mourir avec Kosaka. Donc il y a une grosse bataille entre Uozu, qui est tout seul à défendre l'idée d'une corde défectueuse, et la rumeur qui veut que soit son ami se serait suicidé, soit ce serait lui qui serait responsable de sa mort. Voilà, donc je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir ce roman. C'est magnifiquement écrit, les descriptions de la montagne sont vraiment magnifiques, et puis surtout les sentiments de Uozu, vraiment sa bataille pour faire reconnaître son idée. C'est vraiment, c'est très fort, c'est très puissant. Voilà, donc je vous suggère de lire ce roman qui est absolument génial. Deuxième roman du genre contemporain de l'auteur que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est Histoire de ma mère. Alors, Histoire de ma mère, c'est pas vraiment un roman, c'est un recueil de nouvelles, même si les personnages sont toujours les mêmes, on a une continuité un petit peu dans la trame. Il y a 3 nouvelles, Sous les fleurs, Clair de lune et Visage de neige. Ce sont des nouvelles autobiographiques dans lesquelles Inoue Yasushi parle en fait de la sénilité de sa mère. Alors il faut savoir que sa mère, ce n'est pas celle qui l'a élevée, puisque à l'âge de 5 ans, il est allé vivre chez la maîtresse de son arrière-grand-père, une ancienne geisha. Alors si cette période de la vie de l'auteur vous intéresse, je vous recommande ce roman, ça s'appelle Shirobamba, c'est super intéressant, on apprend beaucoup sur la vie au Japon au début du 20e siècle. Donc c'est très intéressant, il parle avec beaucoup d'affection de cette personne qu'il appelle sa grand-mère, mais qui en réalité n'est pas du tout de sa famille. Dans Histoire de ma mère, il s'intéresse à sa mère biologique. Alors au début, sa mère, elle va vraiment très très bien. C'est quelqu'un qui est dans une forme olympique. Alors je vous lis un petit peu ce qu'il écrit au début de ce recueil sur sa mère. Elle jouissait d'une excellente santé. De petite taille, elle n'était pas voûtée. Au moindre mouvement, ses joues s'empourpraient et l'on avait du mal à admettre son âge. Elle lisait le journal sans lunettes. S'il lui manquait 1 ou 2 molaires, elle n'avait pas une seule fausse dent. Son corps ne présentait aucune faiblesse, mais 2 ou 3 ans avant la disparition de mon père, elle commença à avoir des trous de mémoire. Elle répétait 2 ou 3 fois la même chose. Donc, au début, ce sont des petits oublis, des petites répétitions. Donc, c'est pas quelque chose qui est bien grave. Et puis, à un moment donné, à la grande perplexité de sa famille et même à la grande consternation de sa famille, elle se met à rabâcher des choses sur un jeune homme qui s'appelle Shunma, que la famille ne connaît pas. Et ils vont finir par comprendre que ce Shunma, il est mort à 17 ans. Et puis, ils sont en train de se dire, merde alors, en fait, maman, elle n'était pas amoureuse de papa, et elle était amoureuse de Shunma. Alors après cet épisode, ça s'arrange pas, évidemment la sénilité c'est pas un processus réversible, elle oublie de plus en plus de choses, elle devient vraiment très très distraite, parfois elle devient aussi un peu colérique et voire méchante. C'est sa famille qui doit gérer. Quand je dis sa famille, ce sont surtout les sœurs de l'auteur qui lui est très occupé par son travail puisque il est journaliste. Inoue Yasushi, il travaille beaucoup et il n'a pas vraiment la possibilité de s'en occuper, donc ce sont ses sœurs qui se tape le sale boulot. Et je vous donne un petit aperçu. Il était donc naturel que Kuako, c'est une des sœurs de l'auteur, qui vivait avec elle dans de telles conditions, eût fini par craquer. Chaque fois qu'elle venait chez moi, elle disait « Si elle ne rabâchait pas, ce serait une grand-mère idéale. Pour lui répondre, on ne peut tout de même pas répéter toujours les mêmes réponses. Et si je ne réponds pas, elle se fâche. Elle croit qu'on se moque d'elle. Alors là, elle est vraiment casse-pied. C'est comme si des pièces étaient détraquées et que d'autres fonctionnent en même temps. Elle sort des choses vraiment incroyables, on se demande où elle va chercher ça. » Voilà, donc ça devient de plus en plus compliqué. Et puis, évidemment, ça empire. Et là, elle commence carrément à oublier des pans entiers de son existence, notamment de son existence entre ses 40 et ses 70 ans. Finalement, la majeure partie de ses années passées avec son mari. Alors, elle se rappelle des choses d'il y a très longtemps avant ou des choses immédiates. Et puis, elle devient de plus en plus difficile parce que pour elle, la moindre petite chose prend des proportions énormes et elle est très difficile à gérer.
Et l'histoire se termine avec une femme qui est de plus en plus affaiblie, qui finit même par ne plus reconnaître ses enfants. Elle appelle son fils Monsieur. Voilà. Donc c'est un roman très touchant. L'auteur a mis vraiment beaucoup de lui-même là-dedans. Il s'est vraiment dévoilé. Il a dévoilé quelque chose d'important de sa famille. Et je pense que c'est vraiment un thème universel. On peut tous être amenés à un moment à être confrontés au vieillissement de nos parents. Alors, si jamais vous êtes dans cette situation, je vous conseille vraiment cette lecture qui, quelque part, est un peu rassurante, même si c'est vraiment quelque chose de difficile à vivre. Ça va vous rassurer si vous le lisez. C'est un très très beau récit. Passons maintenant au roman historique. Là encore, j'en ai choisi 2 à vous présenter. Mais il faut savoir que je les ai choisis de façon assez arbitraire. J'ai pas été très objective. J'ai choisi 2 romans qui se déroulent à la même époque, au XVIe siècle, au Japon, à l'époque que l'on dit des provinces en guerre. Moi, c'est une période de l'histoire japonaise qui me fascine. Je pense que c'est une période qui fascine aussi à beaucoup de gens, tellement il se passe de choses, tellement il y a de personnages historiques intéressants et même fabuleux, je dirais. Donc, je ne dois pas être la seule à m'intéresser à cette époque-là. Le premier roman que je veux vous présenter s'intéresse à un de mes personnages préférés de cette époque, c'est Chacha. C'est une femme. Et Inoue Yasushi a écrit la vie de Chacha dans ce très beau roman, Le château de Yodo, en japonais Yododo no Nikki, littéralement le journal de Dame Yodo. Alors, qui était Chacha? Alors, Chacha, elle a eu une vie extraordinaire. C'est une héroïne de tragédie. Vraiment, je pense qu'on n'aurait pas pu inventer une telle héroïne. Le roman débute dans un château assiégé, puis en flammes. Ce château, c'est celui d'Asai Nagamasa, qui est le père de Chacha. La personne qui cherche à faire tomber ce château, ce n'est autre que le grand guerrier Oda Nobunaga, qui a choisi de se lancer dans l'unification du Japon. Oda Nobunaga, c'est pas n'importe qui, c'est l'oncle de Chacha, le frère de sa mère. Donc c'est pour ça que Chacha, ses 2 sœurs et sa mère auront la vie sauve suite à cet épisode. Par contre, Oda Nobunaga sera sans pitié quant au père et aux frères de Chacha. Commence alors pour Chacha, ses sœurs et sa mère une vie d'errance de château en château. Puis son oncle, Oda Nobunaga, va se faire assassiner par un de ses vassals. Et il y a 2 hommes qui sont en embuscade, 2 autres grands guerriers qui vont participer à l'unification du Japon. Le premier, c'est Toyotomi Hideyoshi, et le second, c'est Tokugawa Ieyasu. Alors, les 2 veulent absolument venger Nobunaga pour récupérer en fait son pouvoir, ses vassaux, etc. Sauf que, hasard du destin, c'est Tokugawa à ce moment-là, il n'est pas dans une bonne position, je crois qu'il est assez éloigné, et c'est Toyotomi Hideyoshi qui va être le plus rapide et qui va tuer le vassal à l'origine du suicide de Nobunaga. Alors, la vie de Chacha est encore bouleversée, on commence à changer de château encore une fois, et puis sa mère va se remarier avec un des vassals de son oncle, Shibata Katsuie. Et là encore, Chacha, ses sœurs, sa mère changent de château, elles vont cette fois habiter à Gifu. Shibata Katsuie, il méprise Toyotomi Hideyoshi, qui a donc vengé Nobunaga. Il le méprise parce que Hideyoshi, c'est pas un noble, c'est même loin d'être le cas, c'est issu d'une famille de cas sociaux en fait. C'est vraiment... Moi, c'est mon personnage historique préféré, Toyotomi Hideyoshi, parce que quelqu'un qui est capable de sortir d'une famille aussi pauvre et de s'élever jusqu'à être le chef du Japon, c'est quand même assez incroyable. Mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est Chacha. Donc, sa mère se remarie avec Shibata Katsuie, qui n'aime pas
Toyotomi Hideyoshi. Toyotomi Hideyoshi, bah lui, il va pas se laisser faire. Hop, il attaque le château de Gifu. Sauf que cette fois, la mère de Chacha va décider de ne pas s'enfuir. Elle va décider de rester avec son mari. Ils vont se suicider tous les deux dans le château en flammes. Mais ces 3 filles, quand même, vont être sauvées. Et là encore, on recommence, on change de château, on va vivre ici et là, etc. etc. Et puis, Chacha, elle va devenir la concubine de Toyotomi Hideyoshi, qui est alors au fait de son pouvoir. Elle est beaucoup plus jeune que lui. Lui, c'est quelqu'un qui a de grands besoins sexuels et il a de très nombreuses concubines. Et Chacha va devenir une de ses concubines. Sauf que Chacha, elle va avoir un petit avantage sur les autres, c'est qu'elle va donner un fils à Hideyoshi. Et ça, il n'avait pas encore. Malheureusement, le premier de leurs enfants va mourir à l'âge de 3 ans. Alors ça va être vraiment une période très difficile pour Chacha et pour Hideyoshi lui-même qui se retrouve absolument sans héritier. Et puis, Chacha tombe de nouveau enceinte. Cette fois, l'enfant va survivre et il va succéder à son père. Toyotomi Hideyoshi, il meurt en 1598. Son fils n'a alors que 5 ans et sa position est vraiment très précaire puisque, comme son père n'était pas un noble, il n'a absolument pas de vassaux qui vont lui être fidèles. Il en a vraiment très très peu. Et personne n'aime cette famille de parvenus, je dirais. Mais Chacha, quand même, elle va prendre les choses en main, elle va faire de son mieux pour que son fils maintienne sa position d'héritier de son père. Il va y avoir une grosse bataille entre le clan Toyotomi et le clan Tokugawa qui va voir une victoire du clan Tokugawa. Alors là, la situation de Chacha et de son fils devient vraiment très précaire, mais ils arrivent quand même à se maintenir jusqu'en 1615, quand Tokugawa Ieyasu attaque pour la 2e fois le château d'Osaka où vivent Chacha et son fils. Et là, malheureusement, c'est le destin qui poursuit Chacha, qui va finir par se suicider avec son fils dans le château d'Osaka en flammes. Voilà, donc c'est l'histoire de la vie de Chacha, c'est vraiment, sa vie est vraiment incroyable. Et Inoue Yasushi, il a vraiment un sens du détail de l'histoire, mais sans négliger non plus ses personnages. Alors, il prête évidemment à Chacha des sentiments et des pensées dont on ne saura jamais si elles sont proche de la réalité ou pas, mais quand même ça fait un très très bon roman. Dernier roman que je souhaite vous présenter, c'est Le sabre des Takeda en japonais, Fu Rin Kazan. Fu, c'est le vent, Rin, la forêt, Ka, le feu, et Zan, la montagne. Alors ça nous vient la devise en fait des Takeda, inspirée du stratège chinois Sun Tzu. Fu, c'est pour une armée rapide comme le vent, silencieuse comme la forêt, dévorante comme le feu et impassible comme la montagne. Alors c'est une histoire qui est très très connue au Japon. Il faut savoir que cette histoire a été adaptée au théâtre, elle a été adaptée en film et il y a à peu près une 20aine d'années, elle a été aussi adaptée en roman feuilleton à la télévision. Dans ce roman, Inoue Yasushi s'est focalisé sur un personnage dont on ne sait pas grand-chose finalement, qui s'appelle Yamamoto Kansuke. Yamamoto Kansuke, c'est un ronin, c'est-à-dire un samouraï qui n'a pas de maître. Il n'est pas très apprécié parce qu'il a vraiment une apparence physique assez désagréable. Il est nain, il est borgne et il est boiteux. Sans qu'on sache vraiment pourquoi, un autre grand guerrier japonais qui s'appelle Takeda Shingen va prendre Kansuke à son service. Et Kansuke, il est en adoration devant Shingen et il va se dévouer à son maître. Il va se révéler être un très grand stratège. Shingen, c'est un des plus grands guerriers de l'époque des provinces en guerre qui faisait flipper
Tokugawa Ieyasu lui-même, à ce qu'on raconte. Tokugawa Ieyasu apparemment se rongeait beaucoup les ongles et vraiment il avait la trouille de Shingen. Alors, Shingen, c'est un personnage intéressant parce qu'il règne donc sur une province assez conséquente. Et puis pour régner sur cette province, il a fallu qu'il évince son père du pouvoir pour prendre sa place. Et c'est quelqu'un qui aime énormément la stratégie militaire et il va tâcher d'agrandir son territoire en grignotant tous les petits clans qui sont autour de lui. Sauf que pas de bol pour lui, ça c'est vraiment une ironie de l'histoire terrible. Shingen a pour voisin un autre guerrier très puissant qui s'appelle Uesugi Kenshin et les deux clans, Uesugi et Takeda, vont se battre à de nombreuses reprises. Je me suis toujours dit, franchement, si ces deux-là avaient choisi de s'allier plutôt que de se bagarrer, l'histoire du Japon aurait été complètement changée. Mais voilà, c'est comme ça, ils ont choisi de se battre. Ils ont choisi de se battre. D'ailleurs, Yamamoto Kansuke, le personnage principal du roman Le sabre des Takeda, va mourir lors d'une bataille avec Uesugi Kenshin. Néanmoins, la stratégie qu'il avait mis en place pour cette bataille va voir la victoire de Shingen. Mais ça, Yamamoto Kansuke ne le verra pas et le roman s'arrête sur la mort de Kansuke. L'histoire de Shingen, elle ne s'arrête pas là. Alors, puisqu'on en parle, je vais vous la finir très très brièvement, ça sera pas très long. Shingen, il arrête un petit peu son expansion territoriale et il décide de se consacrer plutôt à la gestion de son territoire. Et puis, Oda Nobunaga, encore lui, va attaquer le clan voisin des Imagawa, qui est aussi un clan assez puissant. Et puis, Shingen, il va en profiter pour leur donner le coup de grâce et leur prendre des territoires. Alors là, Shingen devient vraiment très puissant et il est considéré comme le seul guerrier capable de battre Oda Nobunaga. Ce qu'il va brillamment réussir. D'ailleurs, au cours de la bataille de Mikatagahara, il va écraser à la fois Oda Nobunaga et Tokugawa Ieyasu, deux des plus grands guerriers du Japon. Sauf que là, encore, ironie de l'histoire, Shingen ne se sent pas bien. Alors, on ne sait pas trop ce qui lui est arrivé, mais probablement qu'il était malade, donc il est obligé d'arrêter en fait sa bataille. Il ne pourra pas aller jusqu'au bout et écraser ni Oda ni Tokugawa. Et il va assez rapidement, après ça, mourir. Tokugawa Ieyasu va écraser le clan Takeda. Et voilà, c'en sera fini de l'histoire de ce clan très puissant. Voilà. Donc, si l'histoire de la famille Takeda vous intéresse, je vous conseille le sabre des Takeda. Bonne introduction, je pense, à la fois le château de Yodo et le sabre des Takeda à l'histoire japonaise. Peut-être vous serez un petit peu rebuté par l'usage des noms japonais si vous n'êtes pas habitué, mais il y a quand même vraiment beaucoup de qualité littéraire dans ces deux romans. Donc moi je pense que ce sont deux bons romans pour vous attaquer à l'histoire japonaise si jamais ça vous intéresse. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de lire Inoue Yasushi, que ce soit un de ses romans contemporains ou un de ses romans historiques. Alors, il y en a plein d'autres, j'en ai beaucoup que j'aurais pu vous présenter. Mes choix, je vous le dis, sont complètement arbitraires. Le maître de thé, là encore, on est au XVIe siècle, à l'époque des périodes en guerre. Vous allez retrouver Toyotomi Hideyoshi dans cette histoire. Ce roman s'intéresse à la vie du grand maître de thé Sen no Rikyu. C'est vraiment super intéressant aussi. Toujours, période des provinces en guerre, décidément. Enfin, il y a beaucoup de matériaux pour écrire des romans à cette époque. La geste des Sanada. Les Sanada, c'est un clan qui était affilié au Takeda. Et Sanada Yukimura, l'un des fils Sanada, va se battre aux côtés de Chacha. Lors du siège du château d'Osaka d'ailleurs, c'est
c'est intéressant aussi, ça fait des liens un petit peu entre les autres. Mais il faut savoir aussi que Inoue Yasushi s'est pas intéressé uniquement à l'histoire du Japon. Il a écrit aussi ce très beau roman sur Kubilai Khan, qui est un empereur mongol. Ça s'appelle Vent et Vagues. C'est vraiment génial. Il y avait aussi, je crois, ça s'appelle Le Loup Bleu, qui parle de Genghis Khan, qui est donc le grand-père de Kubilai Khan. Voilà. Donc, il y a tout un tas de romans super intéressants chez Inoue Yasushi et j'espère que cette vidéo vous aura donné envie d'en lire au moins un. Alors, si jamais c'est déjà fait ou si jamais vous le faites plus tard ou s'il y en a un des romans qui vous intéresse, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. En attendant, je vous souhaite une belle fin de mois d'octobre et je vous dis à bientôt. Matane!